Moi, j'ai du mal à dire que c'est un roman, puisque j'ai essayé, c'était même une contrainte pour moi de rester vraiment fidèle à la réalité de l'histoire. Ça se passe dans les années 80, c'est-à-dire il est né en 55 et ça se termine dans les années 80. Et j'ai vraiment tenu à ce que chaque mot qui se trouve dans le livre soit exact, soit vrai, chaque détail. Quand j'avais des incertitudes, j'ai préféré ne pas parler de certaines anecdotes ou de certains passages de sa vie plutôt que d'inventer. Et pour moi, c'est un grand changement, puisque tous mes livres précédents avaient plus ou moins un lien avec moi, avec ma vie, avec mes histoires. Et quand ça me concerne, je peux tricher un peu. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Il n'y a pas un seul de mes romans qui soit vraiment autobiographique. Mais je peux tricher un peu puisque ça ne concerne que moi. Alors j'espère que ce n'est pas une biographie dans le sens journalistique du mot. C'est plutôt par la construction du livre et par la manière d'écrire, sans vouloir dire le style, mais la manière de raconter, et puis la construction qui est nourrie de pas mal de digressions, que j'ai essayé de transformer ça avec un tout petit O, en œuvre littéraire, c'est-à-dire pas simplement un article qui raconterait la vie de Bruno Sulac. De retour à l'appartement, Thalie et Bruno virevoltent et papillonnent. Ils ouvrent une bouteille de champagne, trinquent, passent dans la chambre et versent les bijoux en gros tas sur le lit, plongent leurs mains dedans comme Picsou, puis commencent à les trier par taille, poids et qualité. Ils mettent pas mal de temps à dessertir tous les diamants. Ce n'est pas évident quand on n'a pas l'habitude. Certains sont tout petits, sautent, tombent du lit et roulent sur le parquet, dans les espaces entre les lattes ou sous l'armoire. Ils ne se donnent pas la peine de tous les ramasser. Les locataires suivants ont dû avoir quelques belles surprises. À l'époque, c'était vraiment l'ennemi public numéro 1, c'est-à-dire c'était un peu après Mérine. On a commencé à parler de lui au début des années 80, 81 à peu près. Et il faisait la une de tous les grands journaux, on parlait de lui partout, à la télé, partout. Il était vraiment considéré comme l'ennemi public numéro 1, non seulement parce qu'il faisait des braquages très spectaculaires et qui suscitaient presque l'admiration dans le public, et en plus parce qu'il s'est échappé plusieurs fois, il s'est évadé plusieurs fois dans des circonstances vraiment rocambolesques. C'est-à-dire que la première fois, c'était assez facile puisqu'il était peu surveillé. Sa deuxième évasion, par exemple, il était dans un train, il y avait 5 flics armés, bien armés chacun, dans un compartiment fermé juste pour lui. Il a quand même, grâce à des amis, des complices, dont j'ai retrouvé certains d'ailleurs, réussi à s'évader. Et donc il était considéré comme vraiment l'insaisissable. Et donc il était ennemi public numéro 1, alors que non seulement il n'a jamais tiré sur personne, il avait toujours 2 balles à blanc parce qu'il savait parfaitement qu'un réflexe peut survenir tout d'un coup et qu'on peut appuyer sur la gâchette dans un moment de panique avant que le cerveau ait pu empêcher le doigt de le faire. Donc il avait 2 balles à blanc, toujours les 2 premières dans son 357 Magnum. Et surtout, non seulement il n'a jamais tiré sur personne, alors que lui a reçu une balle dans le ventre par exemple, mais il a réussi à se contenir et à ne pas riposter. Mais il n'a même jamais bousculé personne, il n'a jamais touché l'oreille de qui que ce soit. Quand il rentrait dans un supermarché ou une bijouterie et qu'il a fait un braquage de supermarché où une caissière est tombée en crise de nerfs, et alors qu'il avait la recette du supermarché, des centaines de milliers de francs à 1 mètre de la main, il a préféré partir sans rien prendre pour éviter que ça dégénère ou pour éviter que ça laisse trop de traces sur la caissière en question. Bruno Sulac a 2 personnalités qui tentent de s'imposer dans cet esprit qui se développe et ce corps qui grandit. Aucune des 2 ne prendra l'ascendant sur l'autre, elles devront se résoudre à cohabiter, la mort dans l'âme. C'est à la fois un beau garçon sensible et drôle, d'une grande perspicacité qui lit sans arrêt, s'intéresse à tout, protège tendrement ses 2 sœurs, commence à avoir beaucoup de succès auprès des filles et raconte toutes ses histoires de cœur à sa maman. Et un garçon turbulent, indiscipliné, nerveux et bagarreur, qui traîne de plus en plus avec les gamins du quartier et résiste de son mieux, parfois violemment, toujours en faisant face aux agressions de la ville et de ses habitants. Il s'est jamais contenté simplement de rentrer dans une bijouterie, n'importe quelle bijouterie, et puis de prendre l'argent. Il a toujours voulu ajouter soit un peu de panache, soit un peu d'humour. Par exemple, il a son coup le plus célèbre, son braquage le plus célèbre, c'est la bijouterie Cartier de la Croisette à Cannes, qui était à cette époque-là, et peut-être encore maintenant, je ne sais pas, qui était la plus grande, la plus riche bijouterie d'Europe.
Et au lieu de la braquer normalement, il s'est habillé en tennisman, c'est-à-dire il a mis des petites chaussettes, un short, un polo de tennisman. Il a même pris sa raquette, il faisait un peu de tennis comme ça en amateur, sa raquette dans son étui. Il est rentré dans la bijouterie. Les vendeuses et même le directeur se sont dit, un type qui vient acheter dans la plus grande bijouterie d'Europe, il a demandé à voir tous les plus beaux solitaires, les colliers, en tenue de tennis, c'est que vraiment ça doit être du lourd, ça doit être un client. Et puis donc très gentiment, il a ouvert sa raquette, il a sorti son pistolet, il a pris l'argent. Il a dit d'ailleurs après, je suis rentré chez Cartier en tennisman du dimanche et je suis ressorti avec la fortune de Björn Borg parce qu'il a pris je ne sais plus combien de millions de francs à l'époque. 40 ou 50 millions de francs. Voilà, donc c'est un personnage vraiment, c'est une vie très très courte malheureusement, il est mort jeune, mais une vie brillante et libre, donc finalement il a eu un peu ce qu'il recherchait, même si malheureusement ça s'est terminé beaucoup trop tôt, mais voilà, il a eu une vie un peu flamboyante, courte mais vive.